Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est la Camargue que nous irons découvrir ou redécouvrir tout à l'heure à partir de 15h avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous irons en effet nous promener du côté d'Aigues-Mortes et des Saintes-Maries de la Mer, dans ce delta du Rhône. Ce parc naturel régional plein de soleil et d'iode. Estelle Rouquette, conservateur du musée de la Camargue, guidera nos pas cet après-midi. Mais dans la première heure de l'émission, c'est-à-dire maintenant, c'est une terrible histoire de lynchage que vous avez choisi de nous raconter. Oui, un crime collectif d'autant plus sordide contre des immigrés italiens qu'il a été, vous allez voir, qu'il a été perpétré dans des conditions invraisemblables. Ça se passait donc à Aigues-Mortes en 1893. Pour nous en parler, j'ai convié cet après-midi Stéphane Mourlan, qui est commissaire scientifique de l'exposition Ciao Italia, un siècle d'immigration et de culture italienne en France, qui se tient en ce moment même au palais de la Porte Dorée à Paris. La Camargue pour le meilleur et pour le pire, si je comprends bien. Exactement, on ne saurait mieux dire. Si vous allez vous promener aujourd'hui du côté d'Aigues-Mortes, près de la Camargue, aux portes de la Camargue, dans cet extraordinaire site des Marais Salants que nous visiterons tout à l'heure, au milieu de ces eaux roses, dormantes, nacrées et magnifiques, tout cela rend le lieu magique, il vous sera difficile d'imaginer qu'il y a 124 ans, cet endroit ait pu être le cadre d'un sanglant massacre. Et pourtant, à Aigues-Mortes, par une chaude journée d'août 1893, des ouvriers d'origine italienne sont en train de travailler dans les salins et ils sont massacrés par des ouvriers français. Combien est-ce qu'il y aura de morts ? 8 comme le disent les autorités, 20 comme l'affirme le petit Marseillais à l'époque, 50 comme le proclamera le quotidien britannique le Times, qui dénonce le barbare chauvinisme français, jamais en retard les Anglais pour dénoncer nos travers. Le bilan des événements est incertain, certes, c'est une évidence, mais ce qui est sûr, c'est que ces journées d'août ont bien été un carnage. L'historien Gérard Noiriel parle même du plus grand pogrom de toute l'histoire contemporaine de la France. C'est aussi l'un des plus grands scandales de notre histoire judiciaire, dit Gérard Noiriel, puisque le jury d'assises a acquitté tous les assassins en dépit des preuves accablantes réunies contre eux. Ce massacre et ce déni de justice ont placé la France au banc des nations civilisées. Ce qui a été à l'origine d'un tel massacre, c'est un événement apparemment anodin, une querelle assez banale. Imaginez un homme qui plonge sa chemise pleine de sel dans un baquet d'eau potable. Et pourtant, parce que le contexte, lui, n'est pas banal. On est en pleine dépression économique, les conditions matérielles sont inhumaines pour les ouvriers qui travaillent dans ces salines, les conditions climatiques aussi sont très dures. Bref, cet incident minime va prendre une ampleur démesurée. Et nous allons voir comment, pour peu qu'une étincelle mette le feu aux poudres, des hommes dont les intérêts sont menacés peuvent se livrer à une guerre d'extermination. Donc, revenons peut-être d'abord, si vous le voulez, sur le contexte. Nous sommes à Aigues-Mortes, cette ville que l'on connaît pour ses remparts érigés par Saint-Louis, vous savez, cette ville entourée de lacs et de marais salants. Je dis de lacs, je devrais plutôt parler d'étangs d'eau saumâtre. L'exploitation des salins date de l'Antiquité sur place. Elle s'est largement développée au Moyen-Âge et les Aigues-Mortais travaillent dans les salines depuis des générations. Au moment où se situe notre histoire, la fin du 19e, la société traditionnelle d'Aigues-Mortes est la proie de crises assez violentes. Il faut vous dire que dans ce siècle de révolution industrielle qui a été complètement bouleversé par le chemin de fer, un siècle où le progrès technique a constamment fait croître la productivité, eh bien les marais salants d'Aigues-Mortes ont été mis à contribution et ont eu besoin d'une main-d'œuvre sans cesse accrue pour fournir à la demande. La population locale ne suffit plus, la ville attire de plus en plus d'habitants. Alors on fait venir des gens des villages alentours, puis des contrées voisines, puis des contrées lointaines. Et parmi les gens qui affluent à Aigues-Mortes pour y trouver du travail, on trouve des Ardéchois par exemple, mais aussi des Italiens venus du Piémont et de la Toscane, des Italiens qui fuient la misère de leur propre pays. Ces immigrés, dans un premier temps, sont très bien vus
ce qui est certain, c'est qu'ils sont très appréciés du patronage des Salins. Ils sont durs à la tâche, ils acceptent des salaires extrêmement réduits. L'embauche des Italiens tend de plus en plus à se faire au détriment de ceux qu'on appelle les trimards, c'est-à-dire les jeunes saisonniers français qui, chaque été, convergent vers Aigues-Mortes avec l'espoir d'être embauchés. Et bien de plus en plus, ces ouvriers-là se voient concurrencés par une main-d'œuvre italienne que je qualifierais de facile. Et désormais, dans les marais salants, on va voir constamment se côtoyer Français et Italiens qui travaillent côte à côte, qui sont répartis dans des équipes de 15 à 20 personnes. Généralement, on s'arrange pour faire des équipes de même nationalité, parfois quelques groupes mixtes. Les conditions de travail, je vous l'ai dit, et c'est évident, sont éreintantes. Pour 5 francs par jour, sous un soleil de plomb, les ouvriers poussent des brouettes qui pèse des centaines de kilos. On transporte ce sel, on l'entasse, bien entendu, ce sel qui colle à tout, qui colle à la peau, à cause de la sueur, bien sûr. Et puis, imaginez le Mistral qui vient par là-dessus coller les vêtements sur les corps. En ces temps de sécheresse où Aigues-Mortes manque cruellement d'eau domestique, les ouvriers ont constamment soif. Quand vous travaillez dans les salins, c'est un peu normal. À dos de mulet, on transporte des baquets d'eau potable vers les chantiers 1 ou 2 fois par jour. Autant dire que lorsque cette eau parvient sur le chantier, elle paraît être une manne très précieuse. C'est une eau qui est rare. Or, le 16 août 1893, chaleur terrible, les ouvriers français ont de plus en plus de mal à tenir la cadence parce que force est de constater qu'ils n'ont pas l'endurance et le rythme des Italiens. Or, comme ces ouvriers sont payés à la tâche et collectivement, s'il y en a qui traînent un peu, si certains peinent à tenir le rythme, c'est l'ensemble, c'est tout le groupe qui est pénalisé. Dans l'une des équipes mixtes où se côtoient Français et Italiens, quelques Français décident de saboter la tâche de leurs camarades transalpins pour pas que les Italiens aillent trop vite d'une certaine manière. Un Français houspille un Italien qui l'accuse de l'avoir frôlé avec sa brouette. Vous voyez, on sent cette atmosphère extrêmement électrique. Le ton devient vite agressif et un Turinois furieux va, dans un accès de colère si vous voulez, va plonger sa chemise imbibée de sel bien entendu dans un baquet d'eau potable, cette fameuse eau tellement précieuse. Vous imaginez le crime, le sacrilège? Comment est-ce qu'il a osé celui-là? Le soleil fait son œuvre, bien entendu. C'est un geste symbolique, c'est une provocation qu'a commise ce Turinois. En tout cas, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. La tension qui était palpable depuis plusieurs jours atteint un point culminant. On peut dire que cette tension, elle explose. La haine qui jusque-là avait pu être plus ou moins contenue se met à déferler sur Aigues-Mortes dans un déchaînement de fureur, une fureur qu'il faut bien qualifier de meurtrière. En survolant la Camargue, c'est un extrait de la bande originale de la série Le Paria avec Charles Aznavour, une série diffusée en 1985. Cet après-midi, Franck Ferrand vous raconte le lynchage des immigrés italiens. C'était dans le Gard, à Aigues-Mortes, à la fin du 19e siècle. Et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Cet après-midi, Franck, nous sommes au cœur de la Camargue. Vous nous racontez le terrifiant épisode du massacre des Italiens d'Aigues-Mortes en 1893. Alors, le contexte est celui de la Grande Dépression. Et j'ai l'impression vraiment que très souvent, dans les périodes de récession économique, la xénophobie s'accentue. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de violence comme ça dans les contextes économiques difficiles? Dans le monde, il y en a des quantités. On ne peut même pas les citer. C'est un phénomène tout à fait général. En France, très peu, soyons honnêtes.
honnête, ce n'est pas une spécialité française du tout. On aurait du mal à trouver des exemples. On a un exemple dans le nord de la France quand des ouvriers belges qui travaillent entre avril et juin 48, vous savez, au moment de la révolution de 1848, là il y a eu des rixes très graves et même une espèce de chasse à l'homme. On a quelques exemples de tensions avec les Italiens, elles sont vraiment très sporadiques, on en parlera tout à l'heure. On a eu l'exemple aussi, mais alors ça après ça rentre dans un contexte beaucoup plus politique, du fameux massacre de la communauté égyptienne de Marseille, vous savez, au moment de la Terreur blanche. Mais là c'était pour des raisons politiques, c'était des royalistes qui massacraient des bonapartistes ou des crypto-bonapartistes. Bon. Mais d'une façon générale, non, on ne peut pas dire que ce soit très, très répandu en France, et peut-être que dans ces conditions-là, les événements d'ailleurs de 1893 ont d'autant plus marqué, si vous voulez, cet incident de la chemise trempée dans l'eau, ce 16 août 1893, est le point de départ donc de ce qui au départ est une simple bagarre, et puis très vite on va voir des pierres et des blocs de sel jetés par les trimards français sur les fameux piémontais. Jusque-là, c'est une bagarre. Alors heureusement que ce genre d'événement n'entre pas dans l'histoire, vous savez. Et puis vient l'heure du déjeuner. Là, l'énervement est très fort à ce moment-là. Les ouvriers, pour autant, ne peuvent pas manquer la soupe quotidienne. Donc, ensuite, on fait la petite sieste réparatrice du milieu de la journée. Et puis, il faut se remettre au travail. Et quel travail! Les Italiens vont profiter de ce moment un peu plus calme pour attaquer, quand je dis les Italiens, un certain nombre des fameux copains du Turinois, là, vous savez, vont attaquer les trimards qu'ils veulent chasser du chantier. Il y en a même un qui reçoit un coup de couteau, il y a plusieurs blessés. Le groupe des Français en question se retire du côté d'Aigues-Mortes, mais alors là, animé d'une véritable soif de vengeance. À Aigues-Mortes, on raconte l'incident aux villageois. Quand je dis on raconte, vous imaginez dans quelle fièvre, évidemment. Comme on dit, on se monte la tête, bien entendu. Certains exagèrent considérablement les proportions de ce qui vient d'avoir lieu. L'événement est répété, amplifié, déformé. Une rumeur circule selon laquelle il y aurait même eu plusieurs morts parmi les Français. Et rapidement, la peur, l'agitation, l'irritation se diffusent parmi les villageois. On appelle aux représailles. Une idée désormais va hanter les Aigues-Mortais. Il faut se débarrasser de ces Italiens. Là, il y a le phénomène du bouc émissaire sur lequel nous reviendrons évidemment. Vers 15h, plusieurs dizaines d'Italiens sont réunis sur la place Saint-Louis, près de la boulangerie. Ils sont en train de régler leurs dépenses de pain, reçoivent leur rémunération, et soudain apparaît donc au coin de la place tout un groupe d'Aigues-Mortais, mais alors dans un état d'excitation. Vous savez, cette espèce de ce qu'il y a de plus hideux d'une certaine manière, quand la foule auto-entretient sa colère. Vous savez que tout, ça dépasse complètement, évidemment, le cadre d'une colère individuelle. Les yeux semblent lancer des éclairs, certains brandissent des fourches, des bâtons, même des fusils. Il y en a qui ont ramassé des branches d'arbres, bref, tout ce qu'on a pu trouver qui peut faire une arme. Et les voilà qui maintenant, menaçants, se dirigent vers les Italiens. Et à leur vue, vous imaginez bien que les ouvriers piémontais vont pas rester comme ça bras ballants. On essaie de se réfugier. Ils s'installent dans la boulangerie où ils se barricadent. Le maire d'Aigues-Mortes, qu'on a prévenu de cette agitation, réquisitionne aussitôt la gendarmerie et la douane. Il faut le dire, ça. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait dans l'indifférence, cette histoire. Les douaniers vont tenter de faire barrage devant le magasin pour protéger les ouvriers étrangers menacés. C'est un véritable siège maintenant qui se tient sur cette place Saint-Louis. C'est incroyable ce qu'on voit se passer. Et les heures passent. Et l'attroupement se densifie bientôt. C'est toute une partie de la ville d'Aigues-Mortes qui, assoiffée de vengeance, s'est installée, a rejoint les trimards surexcités devant la boulangerie. On tente même de mettre le feu à cette boulangerie. On pousse des cris de mort. Les forces de l'ordre sont complètement débordées et on ne voit pas de signe d'accalmie. Pas du tout même. Les choses deviennent de pire en pire. Et vers minuit, c'est le capitaine Cablet accompagné de 25 gendarmes qui arrivent sur place. On parvient tant bien que mal à disperser les agresseurs. La foule est bien obligée de se disséminer. On a l'impression que ça se calme. 2 heures plus tard, alors que la nuit est déjà tombée depuis longtemps, arrive un juge d'instruction, il est 2 heures du matin.
ce sont des heures de répit. On pense, et je pense que, notamment dans l'esprit du juge, c'est une évidence, l'affaire est réglée, c'est calmé. Oui, sauf que au petit matin, vous imaginez bien que les choses vont reprendre et que la violence va prendre. Aussi cet après-midi sur Europe 1 et nous sommes au cœur de l'histoire de ce lynchage des Italiens à Aigues-Mortes, 1893. Alors il y a une première confrontation le 16 août au soir, la nuit passe. Et cette confrontation va continuer le lendemain matin. Le 17 août au petit matin, oui, quand le jour se lève sur Aigues-Mortes, on organise conjointement avec le maire et la gendarmerie le transport des Italiens vers la gare pour qu'ils puissent prendre leur train, leur premier train, celui de 9h30 pour s'en aller. Les voitures escortées par les gendarmes ne permettent pas de transporter plus de 10 à 12 personnes par navette. Aux alentours de 10h, 35 Italiens sont donc toujours bloqués dans la boulangerie. Le reste, près d'une quinzaine, va être la proie non, c'est l'inverse, pardon. Il y en a une trentaine qui ont pu s'en aller et c'est une quinzaine qui reste dans la exactement. Si la foule s'était apaisée pendant la nuit, elle n'en revient que plus échauffée au petit matin et plus nombreuse. Il faut préciser la composition de cette foule. Au départ, il s'agissait essentiellement de la communauté aigues-mortaise. Mais bientôt, la foule a été rejointe par des saisonniers, ce qu'on appelle les fameux trimards, ces ouvriers qui sont plus ou moins désocialisés pour certains d'entre eux et qui subissent de plein fouet la crise économique de ces années 1890, ce qu'on appelle la Grande Dépression. Certains sont particulièrement jeunes, c'est le cas du petit Marcel Biblemont qui a 17 ans à peine et qui s'est échappé d'une maison de correction. D'autres sont bien plus intégrés dans la société, comme Philippe Buffard par exemple. Je le cite lui parce que c'est le seul accusé qui reconnaîtra les faits par la suite. Un ouvrier qui travaillait dans une industrie de soie qui elle-même a fait faillite. Tous ces gens sont un peu des relégués, il faut bien le dire. Ces trimards sont aigris, sont désabusés. Il faut bien qu'ils fassent passer leur colère sur quelqu'un, si je puis dire. Et là, en l'occurrence, la cible est toute trouvée. Elle s'impose. Vers 10h du matin, un jeune homme, il s'appelle Charles Brézin, propriétaire à Aigues-Mortes, rassemble toute cette foule disparate sur la place Saint-Louis. Il a un tambour, il prend la tête de la troupe, il se met à parcourir la ville en criant « La chasse à l'ours est ouverte !» Et ces roulements de tambour, on court chercher qui son fusil, enfin tout ce qu'on trouve, et soudain l'un crie « Tous aux salines !» Et les émeutiers se mettent donc à courir dans le désordre le plus complet vers les marais salants, en scandant pour certains la Marseillaise. Lorsqu'ils arrivent au marais, les gendarmes, dirigés par le capitaine Cablet toujours, sont déjà là sur place. Ils ont bien sûr prévenu les quelques piémontais qui se trouvaient là du danger. Ils les ont regroupés dans leur bâtisse. Les Français prennent cette bâtisse d'assaut. Ils lancent tout ce qu'ils trouvent, des pierres, des blocs de sel, etc. Le jeune Marcel Biblemont, dont je vous parlais, s'élance vers les policiers. Il parvient à fendre la ligne des forces de l'ordre. Il monte sur le toit d'une bâtisse dont il enlève les tuiles, il se met à jeter les tuiles sur les Italiens. Pendant ce temps-là, il y en a qui enfoncent les portes, les fenêtres. Les gendarmes encerclent le groupe d'Italiens comme ils peuvent. On essaie de les mettre le plus possible à l'abri et en même temps de calmer les manifestants. Mais que voulez-vous faire face à une foule comme ça qui est ructe, qui est en fusion, j'allais dire. Dès leur arrivée à Aigues-Mortes, les gendarmes ont bien l'intention de conduire les étrangers jusqu'à la gare et de les renvoyer dans leur pays. En tout cas, c'est ce qu'on promet aux émeutiers qui se font de plus en plus menaçants. Mais rien à faire. Voilà maintenant la foule qui pousse un grand nombre d'Italiens dans un fossé, qui leur jette des pierres avec une rage folle. Des coups de fusil se mettent à retentir et le sang coule. Des Italiens tombent. Les gendarmes vont tant bien que mal parvenir à conduire ceux qu'ils peuvent jusqu'au mur de la ville, mais le groupe se retrouve bientôt coincé dans une ruelle. Le maire d'Aigues-Mortes en personne accourt pour apaiser les émeutiers. Il n'y parvient pas. Un homme regarde la scène à travers la grille de sa maison. Le maire lui ordonne d'ouvrir cette grille pour essayer d'abriter les Italiens. Alors l'homme défait la chaîne, mais au moment où il est en train d'ouvrir la grille, la foule se met à hurler « Si tu ouvres, on incendie ta maison !»
Et l'autre, pas trop fier, referme la grille. Dans le vacarme, les applaudissements, les cris « Vive la France et mort aux Italiens !» Les fenêtres et les balcons des maisons étaient bondés, écrira le journal L'Éclair. Ainsi, les aigues-mortais qui ne participent pas à la bataille assistent avec délectation à cette hystérie meurtrière qui va faire pas mal de morts, en effet. 2 Italiens parviennent à s'échapper du groupe, on les voit courir à travers les vignes. Il y en a un, il s'appelle Giovanni Giordano, qui racontera les faits lors du procès, parce que lui est un rescapé. Les gardiens, dira-t-il, les gardiens des vignes, nous pourchassèrent avec des fourches et des fusils. Un de mes amis tomba, atteint dans le dos par une balle. Avant de mourir, il s'écria « Salut ma mère !» et je ne pus comprendre rien d'autre, car un flot de larmes lui coupa la parole et il tomba à plat ventre sur le terrain. Je vis que les gens le piétinaient et à son tour, Giovanni va tomber sous les coups. Il y a un trimar qui constate qu'il bouge encore. Il lève sa pelle pour l'achever. « Laisse-le !» dit un camarade. « Je le connais, j'ai travaillé avec lui. » Voilà comment il s'en est sorti, lui, vous voyez. Et lorsqu'enfin le calme retombe sur la ville, mais il est tard, il est 6h du soir, les survivants vont pouvoir être reconduits à la gare. Ils prendront le train pour Nîmes, pour Marseille. Lors du procès aux assises, procès qui va suivre ce massacre, tous les assassins seront acquittés. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien oui, cette histoire, justement, nous allons essayer de la reprendre et de l'éclaircir dans un instant. Bonjour Stéphane Mourlan. La partie judiciaire de ce fait divers est au moins aussi passionnante que le fait lui-même. Nous y revenons avec vous dans un instant. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez le massacre des Italiens d'Aigues-Mortes en 1893. Alors effectivement, nous allons plus loin maintenant, le contexte, le procès, avec votre invité, Stéphane Mourlan. Il est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille. Et donc, commissaire scientifique de cette exposition de Ciao Italia, un siècle d'immigration et de culture italienne en France. Évidemment, quand on pense aux immigrés italiens, on cite souvent l'agressivité, l'acrimonie qui a pu viser les Ritales, notamment dans l'entre-deux-guerres, et on pense toujours aux célèbres. Alors il y a Yves Montand, Serge Reggiani, Lino Ventura, tous ces grands artistes qui sont eux-mêmes fils d'immigrés italiens. Et puis on pourrait en citer beaucoup, d'ailleurs, dans pas mal de domaines d'activité. Mais ça, ce sont quelques individus qui cachent la foule, si je puis dire. Est-ce qu'à la fin du 19e siècle, l'immigration italienne était très importante en France, Stéphane Mourlan ? Oui, cette immigration italienne est effectivement particulièrement importante. Elle le devient, en tout cas, à la fin du 19e siècle, puisque les Italiens s'imposent comme la première nationalité étrangère représentée en France à partir de 1901. Jusqu'alors, c'était les Belges que vous avez évoqués. Et d'ailleurs, qui ont fait l'objet aussi un peu de... Oui. Tout à fait. Et puis, on a effectivement une population italienne à la veille de la Première Guerre mondiale, autour de 450 000 personnes, mais avec une grande fluidité dans cette migration. Par exemple, on sait, par la statistique italienne, que 1 800 000 Italiens ont quitté la péninsule pour se rendre en France jusqu'à ce premier conflit mondial. Et comme je vous le disais, il n'y a que 450 000 Italiens à ce moment-là, ce qui signifie en fait qu'il y a un mouvement permanent, et vous avez évoqué dans cette affaire d'Aigues-Mortes justement cette question des saisonniers, de ces gens de passage, mais quoi qu'il en soit, on a une population effectivement importante. Ces Italiens représentent à peu près 36% des étrangers, mais quand on se situe dans le sud de la France, et notamment dans une région que nous connaissons bien, autour de Marseille, lorsque l'on est immigré à cette époque-là, on est italien. 90% des étrangers sont donc des Italiens dans le sud. Concentration, bien exactement. Sûr. Alors, on reviendra sur toute cette histoire de l'immigration italienne tout à l'heure, et juste après la publicité, la prochaine, j'aimerais qu'on revienne bien sûr sur le procès lui-même et sur la dimension judiciaire assez hallucinante de cette affaire. Mais avant, expliquons le fait divers lui-même, qui au départ est d'une banalité crasse. On en connaît comme ça des centaines et des centaines de cas. Là, ce qui est un peu étonnant, il y a plusieurs questions qui se posent. La première, c'est que visiblement, le maire de la ville, les gendarmes et même les douaniers qui viennent en renfort des gendarmes sont parfaitement au courant de ce qui se passe, et ils ont globalement fait leur travail. Ça, c'est quand même... on a l'impression que tout ça ne se passe pas dans le dos des forces de l'ordre, mais sous leurs yeux. C'est assez étonnant comme cas.
Oui, sous leurs yeux, et on peut même, vous avez raison de le souligner, elles ont fait parfaitement leur travail, puisqu'elles ont protégé ces Italiens. Et d'ailleurs, les manifestations qui vont ensuite se développer autour de ces fameux trimards, dont vous avez évidemment bien fait de rappeler que l'on avait affaire à des gens qui sont quasiment à la limite désocialisés, de la marginalité, et qui trouvent là finalement un moyen d'intégrer l'ensemble national dans un contexte particulier que vous avez rappelé. Et parmi les récriminations, il y a justement, on en veut aux gendarmes, on en veut aux forces de l'ordre d'avoir protégé ces Italiens. Il aurait fallu que les gendarmes livrent en quelque sorte les Piémontais à la vindicte des trimards. C'est quand même assez étonnant. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est le deuxième aspect étonnant de cette affaire, c'est qu'il n'y a pas seulement des ouvriers qui se révoltent. On pourrait imaginer que sous l'effet de beaucoup de tensions, du soleil, de la fatigue, de toutes les conditions très terribles auxquelles sont astreints ces ouvriers, on pourrait imaginer qu'ils se laissent aller à un emportement, une fièvre d'un moment. Mais là, en l'occurrence, il y a toute une partie de la population de la ville qui les rejoint. Et il y a une autre partie de la population qui observe depuis ses fenêtres, avec plutôt une bienveillance pour ce qui est en train de se passer, disons les choses. C'est pour ça que cet épisode est particulièrement intéressant. Vous l'avez dit, il s'agit au départ d'un conflit social, comme il y en a d'autres, mais qui prend une connotation toute particulière, c'est-à-dire qu'il prend une dimension nationale. Dans un contexte effectivement particulier, qui est la crise économique. Donc là, on retrouve une thématique finalement assez répandue à cette époque et par la suite, sur le thème de la concurrence au travail, de gens qui acceptent des salaires plus faibles, de gens qui acceptent les tâches les plus dures, pénibles, etc., oui. Mais il y a ici Aigues-Mortes, comme il y a eu d'ailleurs quelques années plus tôt à Marseille, en juin 1881, à l'occasion de l'épisode dit des vêpres marseillaises, référence aux fameuses vêpres siciliennes du XIIe siècle, oui, XIIIe siècle. XIIIe siècle, 1282, effectivement, un massacre des Français. Alors on est dans un contexte effectivement d'exaltation patriotique, nationaliste. À Marseille, à ce moment-là, les troupes françaises reviennent de Tunisie, où la France vient d'établir son protectorat. Le vieux port est pavoisé des couleurs tricolores, et puis d'un seul coup on entend là des sifflets, et immédiatement la foule pointe du doigt au bas du boulevard de la République le club national italien qui lui a eu l'outrecuidance de maintenir son drapeau tricolore, et immédiatement vert blanc rouge et exactement, et immédiatement là aussi s'ensuit une chasse à l'italien qui dure plusieurs jours et qui va causer 3 morts et 21 blessés. Vous vous rendez compte quand même, c'est incroyable. Là aussi, plusieurs jours. Ça, c'est le troisième aspect qui nous surprend. C'est que non seulement cette foule est une foule composite et qu'elle englobe une partie de personnes qui n'ont rien à voir avec le conflit, mais en plus, ça reprend le lendemain matin. On aurait pu imaginer qu'après une bonne journée de colère, après cette espèce de séquestration de siège, on va dire, de la boulangerie de la place Saint-Louis, les esprits allaient se calmer, et notamment, généralement, c'est le rôle des femmes de calmer les hommes dans ce genre de choses. Mais là, pas du tout, le lendemain matin, c'est encore pire que la veille. Que s'est-il passé pendant cette nuit-là ? C'est d'ailleurs une boulangère qui protège, une boulangère française qui protège ces migrants italiens. Oui, c'est pour ça que ces deux événements, et donc singulièrement celui d'Aigues-Mortes que nous évoquons aujourd'hui, sont tout à fait révélateurs finalement d'un climat plus profondément ancré, qui est un climat de rejet, un climat, même si le terme n'existe pas encore, il apparaîtra en 1903, de xénophobie, d'italophobie latente. En l'occurrence, d'italophobie, on pourrait dire. Oui, tout à fait, et qui finalement ressurgit à ce moment-là et laisse poindre justement un certain nombre de frustrations sociales, mais aussi effectivement une exaltation, encore une fois, nationale. Il ne faut pas oublier que c'est le moment où s'ancre la République et que notre République est française, depuis la Révolution, citoyenneté et nationalité sont intimement liés, et de fait, ils représentent, ces Italiens, une menace. C'est pas anodin d'ailleurs qu'on appelle à la chasse à l'ours, parce que ça renvoie justement à la menace qu'était l'ours. Et si je ne m'abuse, c'est en 94, donc l'année suivante, que le président Carnot sera assassiné par Caserio, encore un Italien. Décidément, à cette époque-là, la tension est forte avec cette population italienne immigrée. Oui, l'anarchiste Caserio, dont nous présentons d'ailleurs dans l'exposition de Ciao Italia le couteau qui a été préservé au musée de la préfecture. Pour l'attentat de Lyon, c'était à Lyon que ça a eu lieu. Exactement. Et c'est un autre moment fort parce que ça renvoie là aussi justement à cette violence
présumé. Parmi les nombreux stéréotypes, parmi les nombreux préjugés dont on affuble ces Italiens, il y a l'idée qu'ils sont des manieurs de couteau, toujours prêts à faire le coup de poing, toujours prêts à la bagarre. Et c'est une idée qui est très largement répandue, au-delà là aussi des milieux ouvriers. Très rapidement, dans les années 1890, un procès à Nice, là où il y a une forte communauté italienne, eh bien le procureur de la République, qui doit plaider dans une affaire de rixe entre ouvriers français et ouvriers italiens, dit de l'ouvrier italien, il a frappé dans le dos avec un couteau, comme savent le faire les Italiens. Évidemment. On disait que les Florentins étaient des empoisonneurs, mais il y a des Piémontais qui peuvent être des manieurs de couteau. Ça fait partie de tous les stéréotypes comme ça. D'ailleurs, c'est assez amusant d'ailleurs de voir que pendant très longtemps, et ça remonte à la Renaissance, on attribuait aux Italiens tout ce qu'il y avait de pire dans les mœurs, et d'ailleurs réciproquement. Il faut savoir que de l'autre côté des Alpes, généralement tout ce qui est francese, c'est pas bien du tout. Bon, qu'est-ce que vous voulez, ce sont les rapports de voisinage à travers l'histoire. Vous venez de parler de procès, ça c'est assez extraordinaire, c'est que tout ça va donner lieu évidemment à un procès aux assises, c'est bien le moins, et là, stupéfaction, acquittement général. Et nous sommes au cœur de l'histoire de ce massacre des Italiens d'Aigues-Mortes en août 1893. Nous allons d'ailleurs découvrir ce fameux procès en assises avec Stéphane Mourlan, qui est votre invité, Franck, et qui est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille et qui est commissaire scientifique de l'exposition Ciao Italia, un siècle d'immigration et de culture italienne en France. C'est une exposition que vous pouvez voir au Musée national de l'histoire de l'immigration, au Palais de la Porte Dorée, à Paris, dans le 12e, jusqu'au 10 septembre. Oui, juste à côté du zoo de Vincennes. Exactement. Vous pouvez si vous avez des enfants, vous pouvez les mettre au zoo pendant que vous allez voir le musée. Et dans le musée, juste à côté, il y a un magnifique aquarium aussi pour les enfants. Comme ça, vous faites les deux. Cela dit, le musée pour les enfants les plus curieux peut être aussi très intéressant. Bref, Stéphane Mourlan, rappelez-nous quelles ont été les conséquences concrètes de ce massacre. Combien de victimes, combien de morts, combien de blessés? Vous l'avez dit, effectivement, il y a un flou autour de ce bilan. Le bilan officiel fait état de 8 morts et de quelques dizaines de blessés, mais la presse nationale donne un bilan beaucoup plus lourd. La presse internationale, vous avez cité la presse anglaise, mais la presse américaine également fait mention de cet événement, véritable événement donc national et international. Donc évidemment, on ne peut échapper à la justice, vous l'avez dit, les forces de l'ordre sont présentes, et ce qui est d'autant plus étonnant lorsque l'on connaît le verdict que vous avez rappelé, c'est l'acquittement effectivement Dans quelles général. Conditions se tient le procès? Est-ce que c'est un procès houleux? Oui, qui d'ailleurs le procès est dépaysé, comme il se doit. Oui, c'était la moindre des choses. Dans un contexte effectivement de très forte tension, puisque y compris le premier édile de la ville, le maire d'Aigues-Mortes, félicite les insurgés d'avoir défendu l'honneur national. Donc on voit bien là que cette référence au national prend le dessus et va s'imposer finalement comme un leitmotiv qui conduit les jurés à acquitter, encore une fois, tous les accusés, alors que vous avez rappelé précisément les faits, et ces faits se déroulent sous le regard des forces de l'ordre, sous le regard du préfet. Cela en dit long, effectivement, sur le rapport qu'entretient à ce moment-là, à cette époque-là, la société française à cette question de l'immigration italienne. Oui. Le maire d'Aigues-Mortes va faire placarder des affiches qui se terminent par ces mots: recueillons-nous pour panser nos blessures et en nous rendant paisiblement au travail, prouvons combien notre but a été atteint et nos revendications satisfaites. Vive la France, vive Aigues-Mortes. C'est quand même un peu... La revendication est d'autant plus satisfaite que cet épisode conduit à un mouvement de reflux de cette immigration italienne. Ces Italiens vont prendre le train pour Marseille qui est déjà dans d'autres circonstances une ville de transit pour de nombreux Italiens qui émigrent vers le Nouveau Monde. Et bien là, Marseille devient une ville de transit pour des retours, puisqu'il y a un climat délétère qui s'impose, et Aigues-Mortes reste dans les mémoires. C'est-à-dire qu'à chaque fois que par la suite il y aura des tensions entre Français et italiens, et ces tensions sont assez nombreuses, notamment à Marseille où 1/5 de la population est italienne, eh bien on brandira justement la menace. Aigues-Mortes, souvenez-vous, rappelez-vous,
d'Aigues-Mortes. Faites attention, Aigues-Mortes est toujours possible. Donc vous voyez, ça marque considérablement les esprits. C'est le jury populaire donc qui a décidé cet acquittement. Oui, paraît, ce qui est d'autant... sous la pression de l'opinion ou par... je pense que le jury populaire est à l'image. Oui, c'est il ça. est le reflet, il reflète en tout cas. Oui, voilà. D'une opinion qui, encore une fois, est globalement italophobe, même si, et je crois que c'est important de le dire maintenant, par souci de justice, à cette italophobie a répondu aussi, et notamment dans les milieux ouvriers, des manifestations de solidarité. Oui, voilà. Les grèves sont menées ensemble au nom de l'internationalisme ouvrier. Des syndicats vont progressivement rapprocher ouvriers français et ouvriers italiens sur une seule et même revendication, d'ailleurs qui est au centre finalement de l'affaire d'Aigues-Mortes, c'est l'égalité de traitement, l'égalité de salaire. Je suis frappé des messages qui nous parviennent, notamment de petits-enfants ou d'arrière-petits-enfants d'immigrés italiens. Alors c'est très intéressant justement de revenir sur ce phénomène, sur cette immigration complètement oubliée, dont on a tendance à dire qu'elle s'était très bien intégrée, très bien passée. On se rend compte que c'est pas du tout le cas. Comme toutes les arrivées massives de communautés étrangères dans un pays, ça se passe toujours dans une forme de tension, voire en l'occurrence de violence. Nous verrons qui sont ces immigrés italiens, où ils s'installent, où ils travaillent et ce qu'ils sont devenus. Ça fait partie des questions que j'ai à vous poser dans un instant, Stéphane Mourlin. Serge Reggiani sur Europe 1. Cet après-midi, nous parlons du massacre des Italiens d'Aigues-Mortes. C'était en 1893 avec Stéphane Mourlane, qui est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille et commissaire scientifique d'une exposition que l'on vous recommande, Ciao Italia, un siècle d'immigration et de culture italienne en France. C'est au Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris, dans le 12e arrondissement. Elle est à voir jusqu'au 10 septembre, donc vous avez encore le temps. Et vient de nous rejoindre notre guide de la dernière partie de l'émission, de 15h à 15h30, Estelle Rouquette, qui est ethnologue, conservateur du musée de la Camargue au parc naturel régional de Camargue. Bonjour Estelle Rouquette. Bonjour. Nous allons partir dans quelques instants maintenant pour cette merveilleuse région. On ira faire un petit tour du côté d'Aigues-Mortes, bien entendu, et puis on entrera, puisque Aigues-Mortes est aux portes de la Camargue, nous n'allons pas nous gêner. Nous franchirons le seuil, si je puis dire, et irons voir toutes les merveilles que nous réserve cette très belle région. On a eu l'occasion déjà de parler un petit peu de la Camargue, mais je ne pense pas qu'on s'y soit jamais vraiment consacré. Donc je suis ravi que vous soyez là pour nous aider à le faire, pour mettre un peu de soleil et de baume sur nos plaies, si je puis dire. Parce qu'alors, ce que nous venons de raconter, bien sûr, est terrible et s'inscrit dans toute une histoire de l'immigration italienne que décrit cette exposition. Qu'est-ce que vous montrez dans cette exposition ? Qu'est-ce que vous exposez, Stéphane Mourlane ? Alors on y expose une présence importante, qui sonne comme un rappel. Vous l'avez dit tout à l'heure, une immigration oubliée, parfois... Mais pardon, alors je voulais dire matériellement, ce sont des documents, vous avez des photos, Alors, cette exposition effectivement montre une grande diversité, à la fois des documents d'archives, des objets. J'évoquais le couteau de Caserio. Oui. On y voit les unes de presse concernant l'affaire d'Aigues-Mortes. Mais on y voit aussi un certain nombre d'éléments qui font référence... positifs aussi. Voilà, à la culture italienne, aux traces, aux empreintes culturelles laissées par ces Italiens. C'est d'ailleurs une exposition qui fait dialoguer finalement à la fois l'histoire et la culture, documents d'archives et œuvres d'art, et notamment de ces peintres italiens venus en France. On pense bien évidemment à des gens comme Severini, Boldoni et tant d'autres. Nous présentons également un certain nombre d'éléments relatifs à la culture matérielle, à la culture dans sa trivialité, l'apport de la gastronomie. On rappelle, comme je le dis souvent à mes étudiants, que sans les Italiens, nous ne mangerions pas aujourd'hui de pizza, oui, bien sûr, ni tout de ça pâtes. A changé les habitudes et même certaines pratiques culturelles aussi, etc. Le goût d'un certain chant qui va se répandre, etc. Tout à fait. Les premières vagues d'immigration italienne, c'était quelle époque ? Alors à partir effectivement des années 1860, c'est-à-dire que ce n'est pas au moment d'unité italienne, en Exactement, fait, c'est pas le moindre des paradoxes. C'est au moment où cet État
nation se constitue. Il y a toute une partie de sa population qui le quitte, 14 millions encore une fois d'Italiens qui quittent la péninsule des années 1860 jusqu'à la Première Guerre mondiale, et avec un flux donc qui se répartit pour moitié à peu près vers les destinations transocéaniques et vers l'Europe et en particulier la France. Beaucoup en Amérique du Nord d'ailleurs, mais aussi en Amérique du Sud, faut pas l'oublier. Mais la France s'impose comme la première destination de cette immigration italienne, notamment au cours de l'entre-deux-guerres, parce que déjà à cette époque-là, les États-Unis impose une politique migratoire extrêmement restrictive, les quotas de 1924 effectivement, et à ce moment, la France devient le premier pays d'immigration italienne. Il y a au recensement de 1931 800 000 Italiens de nationalité italienne, sans compter les naturalisés, qui ont été d'ailleurs nombreux depuis la loi de 1927. On a donc un flux continu qui se tarit après la Seconde Guerre mondiale. La dernière vague, ce sont les années 1950-1960. Où s'installent-ils ces Italiens ? D'abord, quels sont les secteurs de l'industrie quels sont les secteurs où ils s'installent le plus ? Vous avez raison de lier ces deux aspects, parce qu'évidemment, la localisation géographique est étroitement liée à la question l'implantation du travail. Bien sûr. On va les trouver d'abord dans le sud-est de la France, les 3 départements littoraux, Alpes-Maritimes, Var et Bouches-du-Rhône, et la région parisienne. Et puis, après la Première Guerre mondiale, ces Italiens vont essaimer quasiment à travers toute la France, région Rhône-Alpes, en Lorraine, dans la sidérurgie, les mines, dans le Nord, les mineurs, mais aussi dans le Sud-Ouest, ce qui n'est pas sans analogie avec la Camargue, puisqu'on va retrouver ces Italiens dans l'agriculture, et ils vont jouer un rôle fondamental, justement, venant combler les trous laissés par l'exode rural. Sinon, on les retrouve effectivement dans toutes les grandes industries. La France manque de main-d'œuvre. Ils ont tendance à rester entre eux, comme c'est le cas à Aigues-Mortes, en fait, ce qui a bien sûr mis de l'huile sur le feu, ça c'est incontestable. Oui, il y a ce que l'on appelle des pôles d'agrégation, ce qu'on pourrait appeler des petites Italies qui se forment. Souvent sur la base d'ailleurs régionale. On va se rassembler par quartier, par rue, en fonction de ses origines régionales. C'était le quartier rital, parce que c'est l'expression. Voilà, le quartier des Ritales, popularisé par Cavana, à Nogent-sur-Marne, et la fameuse rue Sainte-Anne, où toute la population italienne vient d'une même région, le Val-de-Nour, qui est en Émilie-Romagne, près de Plaisance. On a ici ce que l'on appelle des réseaux, des filières. En fait, on va rejoindre un parent, un voisin, ce qui fait qu'effectivement, on a comme ça des ensembles qui se forment en fonction de ses origines dans toutes les grandes villes françaises. Bien sûr, la vague d'immigration portugaise, très importante ensuite. Il y a eu l'immigration polonaise entre-temps. Espagnole, à cause de la guerre civile notamment. Oui. Est-ce qu'on peut dire parce qu'on lit souvent que toutes ces vagues d'immigration se sont mieux intégrées à la France que l'immigration de l'autre côté de la Méditerranée, que l'immigration maghrébine, pour des raisons religieuses, parce qu'ils étaient chrétiens. Ça n'a pas l'air aussi évident que ça quand on voit votre... Non, c'est pas si évident que cela. On oublie, lorsque l'on fait référence à ce type de comparaison, que ces Italiens qui étaient effectivement empreints d'une grande religiosité sont arrivés dans une société française... Et elle était déchristianisée. Sécularisée, notamment en milieu urbain. Notamment, voilà. Ce qui a d'ailleurs... Chez les ouvriers, disons les choses. Exactement. Et ce qui a d'ailleurs conduit à des formes de stigmatisation. On les appelait des macaronis en fonction de leur pratique gastronomique, mais on les appelait aussi, notamment à Marseille, des cristaux. Eu égard à ces pratiques un peu ostentatoires, et je vous invite à relire les pages d'Albert Londres, qui vient à Marseille en 1926 et qui propose un reportage qui sera publié en 1927, Marseille Porte Sud, et qui consacre quelques pages assez salées, si je puis me permettre cette expression, concernant les pratiques religieuses de ces Italiens qui sont accompagnés de missionnaires, qui d'ailleurs ont aussi pour fonction de les maintenir dans l'italianité. Parce qu'on a affaire ici à une population qui se découvre italienne en migration. Ils sont partis souvent piémontais, toscans, etc. Oui, voilà. Donc des gens qui venaient au départ de l'Italie du Nord, des couches les plus pauvres. Et puis alors on va connaître une autre vague, la dernière grande vague d'immigration italienne, mais alors celle-là plus tard au moment du fascisme. Et là c'est une immigration plus politique et qui concerne des gens issus de milieux généralement plus
plus élevé. Alors les deux se maintiennent, et effectivement souvent les causes politiques et économiques sont mêlées, mais vous avez évidemment raison de rappeler ce moment si particulier après 1922, après l'arrivée au pouvoir de Mussolini, qui conduit effectivement sur les chemins de l'exil un certain nombre de militants qui vont animer la cause antifasciste en France. Ciao Italia, un siècle d'immigration et de culture italienne en France. C'est donc une exposition au Musée national de l'immigration au Palais de la Porte Dorée à Paris. Et c'est aussi un très beau catalogue sous la direction de Stéphane Mourlan et Dominique Paini aux éditions, en coédition avec La Martinière. Si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, bienvenue dans ce nouveau voyage. La Ferrand-Mobile aujourd'hui a pris la direction du soleil. Nous sommes au pays Elle va rouiller la Ferrand-Mobile avec tout ce sel camarguais. Là c'est sûr qu'il va falloir faire attention à la carrosserie aujourd'hui. Nous sommes au pays des taureaux, des chevaux gris, des flamants roses et du sel. Effectivement, nous sommes en Camargue jusqu'à 15h30 avec notre guide Estelle Rouquette qui est ethnologue, conservateur du musée de la Camargue au parc naturel régional de Camargue. Alors il faut que vous nous disiez, puis vous restez dans notre thème quelques secondes, Estelle Rouquette, quelle populations immigrées se sont retrouvées en Camargue. Il y a eu donc, on a vu, des Italiens utilisés en grande partie, pour pas dire exploités dans les salins, mais il y a d'autres populations immigrées en Camargue au fil des décennies. Énormément, oui, puisque la Camargue est une terre de travail. C'est d'abord une terre exploitée donc pour le sel dans un premier temps, pas dans un premier temps, mais depuis toujours par l'agriculture, mais aussi donc le sel qui va se développer à l'échelle industrielle à Salin-de-Giraud. Et alors là, on retrouve une population de 3000 habitants au début du XXe siècle, dont tous, en dehors de ceux qui sont venus des Cévennes, d'Ardèche, des régions de France qui étaient assez pauvres. On va retrouver là donc beaucoup d'Italiens, des Grecs, des Ukrainiens, des Tchèques, des Yougoslaves, des Russes. En fait, je crois que nous dénombrons environ 30 origines au sein de la population de Salin-de-Giraud. N'oublions pas les gens qui sont venus d'Indochine française à l'époque, les Anamites comme on disait, pour cultiver le riz aussi. Oui. Alors qu'ils ne sont pas venus que pour le riz, puisqu'ils étaient très nombreux dans les salins, et en majorité dans les salins. C'était donc des supplétifs indochinois de l'armée française qui ont été enrôlés d'abord pour suppléer aux jeunes Français qui étaient partis au front. Ils ont été répartis, donc 20 000 Indochinois sur l'ensemble de la France, du territoire national, et en Camargue 2000, dont une majorité donc d'abord dans les salins, dans les vignes aussi. Et c'est là aussi qu'on retrouve des Italiens, énormément d'Italiens dans les vignes en Camargue. Et lorsque nous allons lancer la riziculture, enfin je dis nous, mais plus précisément c'est l'État français et donc le gouvernement de Vichy qui lance la riziculture en Camargue et qui va utiliser ces supplétifs qui sont démobilisés. Le but c'est de faire de la nourriture pour les Français, bien sûr, puisque nous sommes en période de disette. Voilà. Bien sûr. Ouais. Oui, donc ça a été, ça aussi, une vague très importante. Une vague très importante, mais qui n'est pas la plus importante, puisque la Camargue est entièrement peuplée, aujourd'hui encore, de gens qui sont venus en Camargue pour travailler, d'autres qui sont maintenant portés par le rêve de crème blanc. Alors voilà, crème blanc, mais vous dites ça avec une petite pointe d'ironie, moi dont c'était le livre et le film de chevet, si je puis dire, quand j'étais adolescent. Je trouvais que c'était fabuleux, crème blanc. C'est une histoire à la fois sublime et tragique. Ne critiquez jamais crème blanc. Je ne la critique pas, c'est une très belle fiction. Moi aussi, j'ai été bercée par le rêve de crème blanc. Je le vis d'ailleurs au quotidien, parce que j'ai 4 crèmes blancs qui habitent dans ma maison. Il faut préciser ce que sont ces chevaux blancs de Camargue d'ailleurs, exactement. Qu'est-ce que c'est comme race de chevaux ? Alors c'est une race locale qui a elle-même connu aussi beaucoup de sang exogène, puisque le cheval Camargue descend certainement de Barbe, de chevaux donc d'Afrique du Nord, qui est un cheval donc qui s'est adapté à son milieu, qui est très très résistant. Et qui est blanc, alors on dit blanc mais il est gris officiellement, sa robe est grise et il blanchit, il est de couleur et il blanchit sous le harnais. Au bout de 3. Non. Et il blanchit, il devient aussi blanc que les taureaux sont noirs, bien entendu. Exactement. Ce sont les chevaux des manades. Chevauchés par les gardians. C'est quand même tout un folklore extraordinaire que vous nous avez. C'est pas que du folklore, il y a aussi une réalité qui a inspiré ce folklore. Et oui, parce que les gardians sont des pasteurs montés. Des cow-boys locaux.
Voilà, des cow-boys locaux. Ce sont peut-être les cow-boys qui se sont inspirés des gardiens. D'ailleurs, oui, peut-être. Historiquement, ce serait logique, oui. Voilà. Et donc, ces gardiens ont toujours été... Enfin, ce sont des ouvriers agricoles qui sont dans les masses et qui vont travailler à cheval pour déplacer les troupeaux, ce qu'on appelle la manade, ou les déplacer, mais aussi les marquer. En fait, voilà, tout ce qui aura attrait au travail de l'élevage. Alors la Camargue est naturellement définie, ça c'est magnifique, par ce delta du Rhône, bien entendu. Oui. Delta, comme son nom l'indique, ça fait un grand triangle en quelque sorte. C'est ça la Camargue. Oui, c'est un grand triangle depuis qu'on l'a endigué surtout. Donc en 1860, après les grandes inondations du 19e siècle, on a fixé les deux cours du Rhône avec à l'est le Grand et à l'ouest le Petit Rhône. Donc effectivement, la Camargue est bien décrite par un delta, ce qui est une île d'ailleurs, bordée par la Méditerranée, avec un esprit un peu insulaire qu'elle doit certainement à ses situations géographiques. Mais bien entendu, il y a un climat insulaire. C'est vrai qu'on pourrait se croire au bout du monde lorsqu'on est là en Camargue, pays, vous l'aurez compris, pays d'étangs et de roseaux, pays des flamants roses. Nous sommes en Camargue jusqu'à 15h30 sur Europe. Et il chante la Camargue, Yves Montand, Nuit de Camargue à l'instant sur Europe 1. Et nous sommes en Camargue. Alors après nous avoir raconté ce massacre des Italiens à Aigues-Mortes, nous sommes à Aigues-Mortes avec notre guide cet après-midi jusqu'à 15h30. C'est Estelle Rouquette qui nous mène dans cette Camargue. Elle est ethnologue, conservateur du musée de la Camargue. Et oui, c'est Estelle Rouquette qui a fait l'itinéraire de notre promenade d'aujourd'hui. Donc nous partons d'Aigues-Mortes. C'est assez amusant. Enfin amusant. Aigues-Mortes, on présente ça toujours comme le grand port de départ de Saint-Louis pour la croisade, etc. Or, ce n'est pas un port sur la mer, il faut le préciser. C'est une sorte de grande ville fortifiée qui se trouve au milieu des terres, qui s'est toujours trouvée au milieu des terres, même s'il y avait un chenal qui conduisait jusqu'à la Méditerranée. Ce qu'on appelle un gros. Donc voilà. C'est-à-dire un étang, des étangs qui communiquent avec la mer. Et qui a donné c'est un chapelet son nom. d'étangs en fait, c'est ça ? Voilà, c'est une lagune, comme on en a à Venise par exemple. Et les gros donc font communiquer ces lagunes, ce sont des portes d'entrée ou de sortie vers la mer. Et donc le roi Saint-Louis a certainement embarqué à ce qui s'appelle aujourd'hui le Gros du Roi. Et qui est, comme son nom l'indique, à quelques kilomètres d'Aigues-Mortes. Oui. L'église des Sablons garde le souvenir de cet embarquement royal. Oui, c'est une église qui date de l'époque de la réalisation d'Aigues-Mortes. Les remparts ont été faits par le fils de Saint-Louis, par le successeur de Saint-Louis, un peu plus après. Mais l'église, bien sûr, se devait d'être là, puisque ces chevaliers partaient en Terre Sainte pour défendre les reliques du Christ. Et avant de partir, ils devaient procéder à quelques prières ou bénédictions de leur matériel. Que sont devenus les salins dont nous parlions dans la première partie de cette émission aux portes d'Aigues-Mortes ? Ils sont toujours exploités par la Compagnie des Salins du Midi, qui a réalisé là d'ailleurs un petit musée que l'on peut visiter. Et on peut visiter aussi le site d'exploitation des salins. Voilà. Vous nous conseillez, Estelle Rouquette, de suivre le littoral en direction des Saintes-Maries de la Mer. Nous y voilà déjà. Bien sûr. Là, encore une église du XIIe siècle qui a certainement... Très célèbre, celle-là, bien sûr. Très célèbre. Voilà, l'église des Saintes-Maries de la Mer, qui est une église fortifiée, qui vient d'être restaurée l'année dernière. Elle est vraiment magnifique. Voilà, il faut vraiment ne pas hésiter à faire le petit détour dans notre itinéraire par les Saintes-Maries de la Mer pour monter sur le toit de l'église et voir le village et tout le paysage. Parce qu'en Camargue, la Camargue étant très 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 plate, on ne voit pas le paysage. Donc il existe comme ça quelques points hauts dans l'église des Saintes-Maries de la Mer qu'il ne faut pas rater. Ce village tout particulièrement et d'une façon plus générale, la Camargue se transforme en mai
au moment du grand pèlerinage, bien sûr. Oui, il y a plusieurs jours, donc le 24, le 25 et le 26 mai. Donc le 24 étant le jour réservé à Sarah, que les gitans viennent donc prier. Et le 25 mai, à Marie-Jacobée, Marie-Salomé, où là, on va retrouver les gitans, mais aussi les gardiens, puisque le pèlerinage officiel est d'abord celui de Marie-Jacobée et Marie-Salomé. Il faut savoir aussi qu'il y a un pèlerinage en octobre et un autre en décembre, qui sont beaucoup moins connus, mais qui valent aussi la peine d'être vus. On ne pourra pas parler de tous les étangs, bien entendu, mais c'est une région, c'est une immense région d'étangs et de marais, que cette Camargue, avec des espèces d'oiseaux dont certaines sont absolument endémiques et qui sont très, très importantes. Grande quantité, grande variété ornithologique dans cette Camargue. Voilà, nous avons toujours des flamants roses, mais il n'y a pas que les flamants roses. Oui, beaucoup de migrateurs. C'est vrai que les flamants roses sont les plus connus. Ils font partie maintenant du paysage, on peut dire. Du décor. Oui. Alors, d'ailleurs, on peut contourner l'étang du Vaccarès pour découvrir cette réserve naturelle nationale de Camargue. On l'a créée il y a 50 ans, cette réserve. Oui, elle fête cette année ses 50 ans. Donc c'est une réserve qui représente en gros le cœur de la Camargue, donc qui est un lieu fermé, alors que ce que l'on appelle le parc naturel régional, pour lequel je travaille, est un parc ouvert. La réserve est à l'intérieur du parc naturel régional, mais dès lors que vous avez passé le Grand ou le Petit Rhône, vous êtes à l'intérieur du parc naturel régional de Camargue. Donc je parlais de ces variétés d'oiseaux. La faune, d'une façon générale, est très variée. Pourtant, nous sommes, par définition, sur des terres saumâtres et même salées, plus ou moins salées, selon les endroits. C'est une zone humide. Comme toutes les zones humides, elle renferme une grande biodiversité. Et donc beaucoup de faune, de flore, des animaux qui viennent se nourrir essentiellement, tout comme l'homme l'a fait en venant en Camargue. Je suis toujours vos recommandations. Vous nous proposez d'aller visiter le mas de la vigne, le mas, doit-on dire, de la vigne, à Albaron. Oui, où se trouve la Maison du Riz, qui a été créée par une famille de riziculteurs, la famille Rosière, et qui fait beaucoup de pédagogie. Donc à partir du mois de mai, on peut y voir des petites rizières pédagogiques qui expliquent les différentes variétés, la culture du riz, et un petit centre d'interprétation où l'on peut avoir des explications sur l'histoire de la riziculture en Camargue. Et si j'ai bien compris, en empruntant la route départementale 570, on arrive au mas du Pont de Rousty, où se trouve votre musée. L'incontournable musée de la Camargue, qui est un musée, alors je le précise, non pas d'oiseaux empaillés, comme on le croit bien souvent. C'est un musée de société. Non, mais on me pose souvent la question, donc je préfère préciser. Donc c'est un musée qui se situe dans un mas que l'on peut visiter. Donc ce que cherchent de nombreux visiteurs en Camargue, c'est de rentrer dans les propriétés. Donc c'est un musée en pleine nature, où l'on peut aussi voir des rizières cultivées, mais aussi aller jusqu'au marais, la roselière, voir une cabane de gardien. Et à l'intérieur du musée, une partie de l'histoire dont nous avons parlé aujourd'hui, donc qui est celle des travailleurs qui venaient en Camargue, recrutés dans les domaines agricoles ou par les compagnies Solvay et Péchinet pour y travailler. Nous n'avons même pas fait la moitié de l'itinéraire que vous nous proposiez. Et voilà déjà le moment d'accueillir Lorena Martin pour ses bonnes adresses. Si vous aviez un autre site à nous recommander et à recommander aux auditeurs d'Europe 1 lorsqu'ils iront en... Les Salins. Sans conteste. Oui. Aller jusqu'au bout de la Camargue. Alors là, on est au bout du bout de la basse Camargue. C'est un autre monde. Et c'est le village. Plus sauvage. Justement. Alors, le Salin de Giraud, c'est un monde civilisé dans un milieu hyper sauvage, complètement improbable. Et c'est là que sont venues travailler 3000 personnes dont on parlait tout à l'heure pour récolter le sel et fabriquer de la soude pour les savonniers de Marseille au 19e et au début du 20e siècle. Là, on peut dire que la boucle est bouclée. Bravo et merci. C'était une belle promenade, elle n'est pas tout à fait terminée. Lorena arrive. Encore quelques minutes sur Europe 1 au cœur de la Camargue. Prenez vite de quoi noter. Elle va vous mettre l'eau à la bouche et vous donner les bonnes adresses. Voici les bons plans de Lorena Martin. Alors, si j'ai bien compris, 24, 25 et 26 mai, c'est le pèlerinage des Saintes Marie de la Mer. Avant cela, il y aura eu la feria, évidemment, en Arles. Oui, tout à fait. La feria de Pâques à Arles, avec les courses camarguaises, les corridas. Et en fait, la feria de Pâques ouvre la saison tauromachique.
française, mais elle est surtout le prétexte à la fête, il faut le dire. Je pense que vous n'aviez que des amis sur cette antenne. Lorena, vous allez voir ce que c'est que de recevoir des messages cet après-midi. Arles se met au rythme espagnol. Mais vous qui aimez tant l'Espagne, la corrida ne peut pas vous être étrangère. Non, et puis, il y aura aussi les fêtes... Et les fêtes le festival de la Camargue et du Delta du Rhône, et c'est du 2 au 6 juin. Et vous aurez toutes sortes de visites, de découvertes de la Camargue dans des lieux fermés au public normalement, et donc des excursions sur le Rhône, des visites dans les marais, etc. Mais le taureau, ça se mange en Camargue. C'est ce qu'il faut peut-être préciser. Il est AOP, donc appellation d'origine protégée. C'est une viande très saine, riche en nutriments, peu grasse. Et vous avez effectivement la gardiane de taureau, qui est aussi appelée la daube des gardiens, la daube des gardiens, une daube au vin rouge qui est servie avec du riz de Camargue, puisque vous en avez longuement parlé. Le riz est très important et c'est la seule région française d'ailleurs où on cultive le riz en France. Et donc ces riziculteurs de Camargue d'ailleurs se battent aujourd'hui parce qu'il y a une concurrence assez féroce avec l'étranger, avec la Thaïlande, la Chine, etc. Et ils bénéficient en fait d'une indication géographique protégée. Et vous avez différentes sortes. Vous avez le riz rond, le demi-long, le riz très long, etc. Et il y a une façon assez particulière de gérer les vignes en Camargue. Il faut dire ça c'est assez amusant. Tout à fait, c'est la submersion de la vigne. En fait, c'est une irrigation pour combattre notamment le phylloxéra dans les vignes et favoriser la pousse du riz dans les rizières. Et vous avez 3 domaines en fait que l'on peut citer, souvent des entreprises familiales d'ailleurs depuis plusieurs générations. Vous avez le mas de Beaujeu, le mas de Valériole et le domaine Saint-Vincent, et également le domaine de Bouchot. Et je l'ai retenu celui-ci notamment parce que c'est une belle bastide du XVIe siècle que l'on peut visiter. Vous pouvez déguster leur vin, visiter leurs caveaux. Ils ont développé aussi l'activité de chambre d'hôtes et de table d'hôtes. Et c'est la famille Bonistali qui exploite les terres et les vignes du domaine. Et là encore, on rejoint ce que vous disiez au début. Donc, ce sont des descendants d'Italiens venus s'installer en Camargue. Exactement. Décidément, quelle homogénéité, quelle cohérence dans cette émission d'aujourd'hui, puisque nous parlons de bastides, de masses et de maisons d'hôtes. J'imagine que vous avez d'autres adresses à nous recommander. Alors, mon coup de cœur, c'est le Mas de Pin, la manade de Jacques Bon. C'est un hôtel 5 étoiles, restaurant, c'est assez luxueux, mais ça vaut vraiment le coup. On est au cœur, en fait, d'un domaine de 500 hectares, entouré de taureaux, de chevaux, et c'est une demeure... Mais ça vaut le coup, ça veut dire qu'il faut économiser pour aller passer quelques nuits, c'est ça? Oui, ou alors être invité, parce qu'ils font aussi, avec leur bergerie, avec le toit entièrement recouvert de chaume, ils font aussi des événements, des séminaires, donc on peut... ça, c'est un bon plan, se faire inviter, voilà. Lors de mariage, on ne sait jamais. Et donc, c'est en fait une belle demeure du XVIIe siècle qui est habitée depuis plusieurs générations par la famille Bon, qui sont manadiers de père en fils. Et donc, c'est assez charmant. Et vous avez aussi un restaurant avec une cuisine élaborée à partir de produits de la propriété et du marché. Vous avez du filet de taureau de la propriété, un riz de Camargue, pavé de loup, etc. C'est assez merveilleux d'aller passer un week-end dans une de ces manades. Il y en a quand même un certain nombre. Il y a un certain nombre de manades qui sont aujourd'hui des gîtes et des restaurants. Vous avez donc la manade Blanc avec le domaine de Paulon, qui est bâti d'ailleurs par les Templiers, ancienne commanderie des chevaliers de l'ordre de Malte, et c'est l'un des plus anciens mas de Camargue. Vous avez aussi la manade Paul Ricard avec le mas de Méjeanne, ou encore la manade Jacques Maillan. Et là, c'est assez amusant, notamment, il propose des safaris en 4x4 pour découvrir la Camargue. Allez, voilà, c'est parti. Vous nous avez pas parlé d'Armand Arnal, le chef étoilé? Non, et pourtant le restaurant vaut le détour. Donc c'est la Chassagnette. C'est une ancienne bergerie réhabilitée en masse avec une magnifique terrasse. Et vous avez près de 3 hectares de jardin, de vergers, de potagers. Et le chef, donc Armand Arnal, se sert dans son potager et son verger pour cuisiner. Les adresses incontournables de Lorena Martin en Camargue.